Le titre de l'introduction du livre dont nous allons parler résume à peu près tout. Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. On oublie Racine, on oublie Britannicus, je crois. Oui, le Britannicus. Et on en vient aux communistes et à l'Algérie. Pourquoi ? Parce que 57 ans après la fin de la guerre d'Algérie, on a toujours, de manière récurrente, une sorte de procès du Parti communiste en raison de son attitude, réelle ou supposée, dans la question algérienne, sans d'ailleurs tenir aucun compte des rapports de force en France, du lobby colonial, qui quand même pesait un tout petit peu sur ces affaires. Donc, d'une certaine manière, nous allons discuter avec Alain Ruscio pour savoir si ce procès était justifié ou s'il est injuste, ou plus exactement, dans quelle mesure il est justifié et dans quelle mesure il est injuste. Et doit-il y avoir, surtout très longtemps après, il y a quand même, en principe, prescription, hein, on pourrait dire. C'est quand même l'interrogation profonde qui sert de toile de fond au livre, mais le livre va évidemment beaucoup plus loin qu'un seul rappel des éléments du débat tel qu'il a été posé. C'est une somme, vous le voyez, c'est une somme physique, ça ne fait pas de doute. C'est plus de 600 pages, dont d'ailleurs, je le signale, un bon quart est consacré à ce qui se passe avant la guerre. Donc la préparation, si j'ose dire, de la manière dont le conflit va se tendre. C'est d'ailleurs pas, je le signale, les chapitres les moins passionnants, parce qu'ils permettent de comprendre, je trouve, les racines théoriques et politiques du grand malentendu qui indiscutablement a existé entre les communistes français et les nationalistes algériens. Les conséquences du Front populaire, de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr des massacres du 8 mai 1945 dans le Constantinois, tout ça a quand même bouché la voie progressivement à toute autre solution qu'une guerre telle qu'elle s'est développée. Avec la guerre, donc, à partir de 1956, Alain Ruscio rentre, je dirais, dans le vif quand même du sujet, qu'il traite en deux grandes parties. Et je ne vais pas entrer dans le détail, Alain va certainement dire pas mal de choses là-dessus, mais ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture, c'est que jamais Alain Ruscio ne tait les sujets qui fâchent. Au contraire, il y a un malin plaisir à aller fouiller, je poursuivrai jusque-là, mais à aller fouiller dans ce qui fâche. Par exemple, pourquoi le Parti communiste, à de très rares exceptions près, s'en tient à paix en Algérie et pas à Algérie indépendante ou indépendance pour l'Algérie. Pourquoi le vote des pouvoirs spéciaux en 1956 ? Pourquoi l'attitude double, triple, quadruple à l'égard des soldats, non, pas nombreux, il faut le dire, mais enfin des soldats qui refusaient de partir, voire qui désertaient, comme il y en avait eu pendant la guerre d'Indochine. Là, on a parlé dans d'autres livres. Les réactions au massacre du 17 octobre 1961, qui sont problématiques à certains égards. Bref, on ne nous épargne rien dans ce livre des problèmes qui ont été posés et mis en avant par ceux qui se livrent à un travail de procureur. Autre qualité que je trouve remarquable du livre, c'est le fait de distinguer soigneusement le Parti communiste français et le Parti communiste algérien, dont les analyses et les pratiques convergent évidemment sur de grandes lignes essentielles, mais divergent assez souvent dans la mise en œuvre de cette vision.
Ce qui est clair, par exemple, c'est que si des communistes, et c'est le cas, ont pris part au combat armé pour l'indépendance, c'était des membres du PCA, pas du PCF. Alors il fallait qu'ils rendent leur carte avant de partir au maquis, m'ont raconté des amis, mais enfin, il n'empêche que le PCA les laissait faire, disons, voire à certaines périodes les incitait. Organisait même. Bon, c'est évidemment impossible pour moi en 5 minutes, mais même pour Alain en une demi-heure, après moi, de résumer un livre aussi énorme. C'est quand même 40 ans d'histoire, de 1920 à 1962. L'essentiel du livre, alors on reconnaît le travail qu'Alain a fait sur d'autres sujets de l'histoire coloniale française, c'est un livre qui refuse tout manichéisme. Vous n'y trouverez pas. Si vous cherchez du noir et du blanc, c'est pas la peine. Ne l'ouvrez pas. Achetez-le. Achetez-le, mais ne l'ouvrez pas. Hein, parce que c'est pas du tout l'idée du livre qui est au fond de comprendre l'apport de ce que Alain nomme, je trouve que c'est une belle formule, la force communiste, au sens large, tout en comprenant les faiblesses que cette force a pu avoir dans ce combat. Alors, je vous rappelle, ça c'est la partie obligatoire de l'introduction, qu'Alain Ruscio, à ma droite, c'est seulement géographique. On avait compris. Est docteur en histoire et chercheur indépendant. Il a consacré l'essentiel de ses travaux à l'histoire coloniale. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages. Plus maintenant. Plus, oui. Enfin, je lis ce qui a été écrit sur l'annonce de l'IREMO que tu as revu. J'en ai pas fait 5 entre-temps. Voilà. Donc, la guerre française d'Indochine, 45-54, chez Complexe. Le credo de l'homme blanc, regards coloniaux français, 19e, 20e siècle, chez Complexe aussi, 1996. Yabon, les colonies, la France sarkozyste face à l'histoire coloniale, à l'identité nationale et à l'immigration, le point d'interrogation après Yabon, quand même. Oui, bien sûr. Nostalgérie, l'interminable histoire de l'OAS, etc., etc. Bref, Alain va nous parler, puisqu'il connaît la règle du jeu, une trentaine de minutes, après quoi vous aurez la liberté entière de l'applaudir, de le huer, de protester. Les tomates, comme l'essentiel, c'est que vous achetiez le livre pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Il y a bientôt les fêtes, je ne sais pas lesquelles, mais ce sera la bonne occasion. Je termine juste en disant que de me retrouver à côté d'Alain ne me rajeunit pas, lui non plus, puisque nous étions camarades dans notre jeunesse. Dans les années 60, on s'est connus. Oui. On est des 68ards non repentis. Voilà, 68ards. C'est à toi, Alain. Merci. Merci, Dominique. Bien, écoutez, j'avais prévu une introduction que Dominique vient de faire à ma place, donc merci. Non, mais sur le thème, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, donc effectivement, c'est l'esprit général. Bon, je commence quand même par ça. C'est l'esprit général du livre, avec finalement cette volonté délibérée de ne pas me situer sur le terrain du pour ou du contre. Parce que, j'emploie souvent la formule, on connaît le dicton « l'histoire jugera », mais l'historien n'a pas à juger. L'historien a présenté un certain nombre de pistes, à défricher, à proposer, bénéficiant d'une grande documentation, à préciser des événements, à décrire des événements. Et ensuite, le lecteur est assez grand, compte tenu de la lecture de ce livre, mais de bien d'autres, de se faire une opinion. Donc, je n'ai pas pris le lecteur par la main pour lui dire voici quelle est la vérité, si tant est que l'histoire soit une science exacte, ce que je ne crois pas. Alors, voilà, quelques précisions peut-être méthodologiques pour commencer. J'ai pris des notes pour être le plus précis possible, parce qu'évidemment, le flou ne convient pas dans ce genre de choses. Alors, la première chose, je vais aller assez vite sur cette partie. La première chose, c'est qu'effectivement, Dominique l'a dit, j'ai eu la volonté délibérée, je dirais presque de principe, de ne pas commencer le 1er novembre 1954. Ça paraît évident. Les historiens ont toujours l'habitude de remonter beaucoup le temps. Dominique me disait tout à l'heure,
hors micro que j'aurais même pu remonter à la Troisième République, ou à l'implantation véritablement de la colonisation française en Algérie est plus ancienne encore, mais enfin, disons à partir de la Troisième République. Bon, je commence en 1920 avec quand même un petit détour avant 1914, en rappelant les grandes options du socialisme français, ce qu'on a souvent appelé le socialisme colonial, avec des options très diverses, en particulier la différence entre les guédistes et les jaurétiens, mais enfin ça, je vais très vite, en précisant d'ailleurs que le principal dirigeant socialiste qui visitait l'Algérie avant 1914 s'appelait Marcel Cachin, qu'on va retrouver, qui était un petit peu dans l'esprit de ce qu'il a été pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire plutôt un socialiste qu'on appellerait aujourd'hui de droite, enfin qu'on avait pu appeler à l'époque de droite. Donc voilà. Donc je commence effectivement au congrès de Tours ensuite, avec cette première précision, c'est que une chose qui est relativement peu connue, c'est que l'adhésion du socialisme, enfin des trois fédérations socialistes d'Algérie, Oran, Constantine, Alger, à l'internationale communiste a été massive. Les trois fédérations ont adhéré massivement à l'internationale communiste. Je crois que l'une d'entre elles a adhéré à 100% à l'internationale communiste, peut-être celle d'Alger. Enfin, les autres, c'est 95-96%. Avec ce que j'ai appelé une adhésion quiproquo, puisque la totalité, bien sûr, de la radicalité communiste nouvelle à l'époque intéressait les socialistes algériens, qui sont donc devenus communistes, avec quand même une sacrée exception, c'est la huitième condition d'adhésion à l'internationale communiste, qui était l'adhésion qui précisait justement que les partis devaient désormais avoir une véritable activité anticolonialiste, et pas seulement à la Chambre, avoir une activité de terrain. Cette huitième condition a été oublié au passage, et donc c'était ce que j'ai appelé une adhésion quiproquo. Donc je vais très vite pour préciser vraiment les racines, avec un certain nombre de va-et-vient. Je reviendrai sur la notion de va-et-vient. Un certain nombre de va-et-vient. Bon, on peut parler d'une radicalité communiste dans les premières années en Algérie, en particulier à partir de la guerre du Rif. Il y a une décennie de radicalité, 25-35 en gros, avec un premier tournant qui est celui du Front populaire, avec la renonciation des communistes à la notion d'indépendance, par exemple, sur le thème de la possibilité par le Front populaire d'obtenir une démocratisation des colonies, ce qui s'est révélé effectivement une illusion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième précision méthodologique que j'ai voulu faire, c'est, et là j'ai été peut-être très long, mais certains pensent en fait trop long, c'est que, me semble-t-il, pour parler d'un courant politique, pour décrire un courant politique, il faut parler de tous les autres. Ce que j'ai appelé le terreau. Le terreau de la société française, dans lequel le communisme, en Algérie et en France, a essayé de s'ancrer. Et je crois qu'il ne faut vraiment jamais oublier que l'immense majorité de la société française, en Algérie c'était absolument évident, mais c'était très très fort en métropole également, l'immense majorité de la société française a été gangrénée par l'esprit colonial. Imprégnée par l'esprit colonial, il y avait véritablement une sorte, pas d'unanimité, puisque bien sûr je vais parler des communistes, mais il y avait également de grandes voix d'intellectuels, Romain Rolland, Henri Barbusse, André Gide, qui ont dénoncé le phénomène colonial. Mais c'était quand même des voix qui criaient dans le désert, et d'une façon générale, il y avait donc une sorte d'adhésion. Alors, je cite quand même un chiffre parce qu'il est intéressant, c'est un sondage de 1949. 1949, c'est quand même très, très, très proche de notre période. On est 3 ans après le début de la guerre d'Indochine, on est 2 ans après les massacres de Madagascar, et on est 5 ans seulement avant le début de la guerre d'Algérie. En 1949, donc, on pose la question aux Français, quel est en gros le bilan de la colonisation française. 45% des Français considèrent que la France a bien travaillé aux colonies, 45%, et ceux qui estiment le contraire sont 5%. 5%, on est en 1949, à une époque, par exemple, où les voix communistes sont de l'ordre de 25% de la population. Donc 5% des Français estiment que la France a bien travaillé. Et pis encore, lorsqu'on pose la question aux Français de savoir si la France a intérêt, donc du point de vue de la métropole, à garder les colonies, 81% des Français, on est en 49, 81% des Français précisent que la France a intérêt à garder les colonies, et donc en particulier la France.
Et ceux qui s'élèvent contre ce concept sont 2%. 2% des Français en 49. Donc voilà, c'est la première chose qu'il faut dire. Et lorsque, tout de suite, immédiatement après, lorsque la guerre d'Algérie commence et que aussi bien Pierre Mendès France que François Mitterrand disent l'Algérie c'est la France, ce ne sont pas d'immondes réactionnaires qui vont dire des choses qui sont réprouvées par la société française, c'est le contraire, à savoir qu'ils disent ce que pense l'immense majorité de la France. En 2019, évidemment, ça paraît une sottise absolue, mais en 1954, c'est une chose qui est intériorisée par la majorité des Français. Bon, je vais vite pendant la... Alors, l'autre aspect que j'ai voulu souligner, c'est que la France de l'époque a été sous-informée. Donc, ce n'est pas contradictoire avec ce que c'est peut-être même complémentaire avec ce que je viens de dire. Sous-information, donc méconnaissance du bilan réel du colonialisme dans les colonies et en particulier en Algérie. Alors, bon, je vais aller vite, mais j'ai également des sondages donc, qui sont dans le livre. Bon, je vais vous en dispenser pour laisser le plus de place possible à la discussion. Mais je reprends une formule qui a été utilisée par Michel de la Fournière, peut-être certains l'ont-ils connu ici, qui était dirigeant de l'UNEF à l'époque. Et il a décrit l'état d'esprit général des Français à propos de l'Algérie. On est en pleine guerre d'Algérie cette fois-ci. Citation de Michel de la Fournière. Pour la plupart, donc sous-entendu des Français, la réalité algérienne se situait quelque part entre Albert Camus, Alain Mimoun et Pépé le Moko. Alors ça peut faire sourire, mais je crois que c'est un trait qui est assez intéressant. Et bon, là aussi, j'ai des sondages sur la méconnaissance. N'oubliez pas, et ce n'est pas méprisant que de le dire, n'oubliez pas que la société française de 1954 est une société où une stricte minorité des élèves allaient dans le secondaire. Donc en général, ils s'arrêtaient après ce qu'on appelait le certif à l'époque. Et donc, la plupart du temps, n'entendaient parler de l'Algérie en dehors de la presse que dans leur cours de CM1, CM2, je ne sais plus. Et donc, voilà, c'était cette connaissance de l'Algérie qui était extrêmement, extrêmement faible. Autre aspect de ce que j'ai appelé le terreau, l'imprégnation profonde du racisme anti-arabe. Je passe au passage sur le fait que la communauté maghrébine en France était essentiellement constituée de Kabyles ou de Berbères, mais disons, le terme arabe était celui qui était utilisé par les Français moyens. D'une façon générale, très souvent, j'entends dire que le racisme anti-arabe est né de la guerre d'Algérie. C'est une contre-vérité absolue. Ce racisme anti-arabe était profondément imprégné avec le vocabulaire que je n'ose pas répéter ici, mais que chacun a en tête, mais enfin des mots absolument abominables, mais qui étaient du domaine du quotidien, et puis l'image de l'arabe fourbe, de l'arabe voleur, de l'arabe violeur, etc. Toutes ces choses courent dans toute une littérature populaire, mais également dans l'esprit de la population. Grâce au Front National, ça a survécu. Hein. Oui, ça... Mais je pense malgré... Bon, c'est vrai qu'on a le nez collé sur l'actualité et qu'effectivement, on est horripilé par les lepénismes en pagaille. Mais je crois qu'à l'époque, c'était peut-être... Plus fort, plus diffus en tout cas, peut-être masqué, mais plus diffus en tout cas, et plus étendu dans la population, ça j'en suis persuadé. Sans oublier qu'il y a des racistes en dehors des électeurs du Front National, hélas. Bon, ça c'est un autre... Bon, alors, tout ça pour dire que la ligne politique des partis communistes, et j'expliquerai plus tard immédiatement pourquoi je parle au pluriel, la ligne politique des partis communistes, c'est en permanence affirmée, ancrée, à tenter de s'ancrer en tout cas, contre ce que Gramsci appelait le sens commun. Hein, grâce à Gilbert Meignet, j'ai retrouvé cette magnifique citation de Gramsci. Le sens commun. En permanence, les opposants au colonialisme, les communistes n'étant pas seuls, mais j'y reviendrai, étant seuls comme force politique organisée, se sont donc investis dans la dénonciation de ce climat qui était un climat d'unanimité. Alors, autre aspect toujours de ce que j'ai appelé le terreau, et je crois qu'il faut y prendre garde également,
On ne peut pas parler des relations franco-algériennes de l'époque, donc là je parle précisément de la guerre d'Algérie, 54-62, si on ne parle pas en même temps du contexte international, des relations internationales. Et je vous rappelle très rapidement quand même, parce que ça me paraît important, du point de vue du PCF. Le PCF en 53-54 a la sensation de sortir du ghetto. Pourquoi sortir du ghetto? Parce que 53, c'est la fin de la guerre de Corée. 54, c'est la fin de la guerre d'Indochine. Je vous rappelle que les communistes votent en faveur de Mendès France en juin 54. Donc, cette sensation un petit peu qu'une page de la guerre froide est en train de se refermer et qu'on entre dans une période de nouveau où l'acceptation du courant communiste sera plus facile de la part de la société française et des éventuels partenaires. Or, au cœur de la guerre d'Algérie, il va y avoir un revirement total qui est celui de l'année 56. L'année horrible 1956, horrible en tout cas pour les communistes, qui connaît, bon, les pouvoirs spéciaux, je vais y venir évidemment, mais qui connaît comme événements internationaux Budapest, avec un isolement absolu, total, fondamental des communistes. Le PCF approuve l'intervention soviétique en Hongrie. Donc ça, c'est la face un petit peu, disons... Budapest sourit dans ses ruines, oui, l'humanité. Oui, je ne sais pas si c'est pas André Stille qui avait écrit ça peut-être. Hein, je crois que c'est bon. Par ailleurs, un grand écrivain, c'est la vie. Donc, oui, tout à fait. Et puis, la non-acceptation par la direction du PCF du 20e congrès du PCUS. Et puis, une autre chose qui est, elle, que je trouve glorieuse à l'actif du PCF, c'est la lutte totalement isolée contre l'intervention à Suez. L'intervention à Suez, qui est aujourd'hui complètement oubliée. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui aujourd'hui remettent sur le tapis les questions du sionisme, sur lesquelles Dominique a travaillé, que cette intervention est une intervention conjointe de Paris, de Londres et de Tel Aviv contre la souveraineté de l'Égypte. Et peut-être les moins jeunes dans la salle s'en souviennent, mais Suez a créé véritablement à recréer une forme de ghetto des communistes. Je cite des textes de l'Assemblée nationale, des affrontements où les deux groupes, les communistes étaient nombreux, ils étaient 150. Et tous les autres sont face à face et chacun crie le fascisme ne passera pas. Donc finalement, c'était le... parenthèse, je reviens à Budapest. Ce que j'affirme, je mets à part Sharon, qui est un phénomène particulier, mais ce que j'affirme, c'est que les plus grandes manifestations de masse de la période 54-62, c'était les manifestations contre Budapest. C'est au moment où il y a eu le plus de monde dans les rues, et donc toutes les forces politiques réunies, sauf le PCF évidemment, lequel PCF a vu son siège pris d'assaut, le siège de l'Humanité pris d'assaut, etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai appelé le terreau, et sur lequel je voulais revenir. Autre affirmation, et évidemment délibérément, ce n'est pas une histoire du PCF, et Dominique a eu raison de le dire, et le titre parle, c'est une histoire des communistes. Alors des communistes d'abord des deux côtés de la Méditerranée, on y reviendra, avec des différences qui vont d'ailleurs s'accentuer pendant la guerre de libération. Deuxièmement, des communistes qui n'étaient pas forcément des militants ès-qualité du PCF, mais qui avaient des fonctions de fait dans d'autres organisations dites à l'époque de masse, qui étaient à la direction, par exemple, de la CGT. Benoît Frachon était directement l'homme du bureau politique, et c'était d'ailleurs public, c'était pas marqué, c'était pas du tout secret. Benoît Frachon était l'homme du bureau politique au sein de la CGT, et un certain nombre d'autres dirigeants, Eugène Hénaf, André Tollet, Marcel Dufriche, étaient des dirigeants nationaux de la CGT tout en étant membre du comité central du PCF. Donc les choses étaient, le secours populaire était de fait dirigé par les communistes, etc. Donc ces communistes-là, je les cite également. Troisième catégorie que je cite, j'ai uni, si vous voulez, dans la description, les communistes dits orthodoxes, dits dans la ligne, et les communistes dits, disons, contestataires, on va employer ce mot. Mais évidemment, ils ont eu un rôle important
qu'ils aient été à l'intérieur du PCF. Je pense par exemple à Marcel Prenon, à Jean-Pierre Vernant, qui ont mené au sein de la fameuse cellule Sorbonne Lettres, enfin certains peut-être connaissent cette histoire, donc qu'ils aient été à l'intérieur du PSF ou qu'ils aient été à l'extérieur, je pense par exemple à Madeleine Rébériou, ou alors qu'ils aient été totalement en dehors de la mouvance du PCF, et je pense en particulier à Henri Curiel. Donc ces gens-là étaient des communistes qui avaient des visions, des actions différentes de celles de la direction du PCF. Alors voilà, la première affirmation, la première thèse, si on peut dire, de ce livre est la suivante. Et vous allez voir qu'on entre immédiatement dans le dur. Je considère qu'il n'y a pas eu une stratégie communiste face, là je parle de la globalité de la période, il n'y a pas eu une stratégie communiste face à la question algérienne et plus généralement la question coloniale, mais il y a eu une succession de tactiques. Ce qui est un reproche, ce qui est une critique grave, me semble-t-il, une succession de tactiques. En fonction, alors quels étaient les critères principaux, ou quel était le critère principal de l'analyse, de la colonne vertébrale en quelque sorte de l'analyse des communistes, c'est la situation en métropole. C'est la situation en métropole qui justifiait à tel ou tel moment les positions sur la question coloniale. Je m'explique. Lorsque les communistes se considéraient comme étant une avant-garde prolétarienne, l'esprit classe contre classe, des choses comme ça, et donc considéraient qu'ils étaient les seuls capables de provoquer une révolution communiste en France, ils étaient dans un anticolonialisme de principe qui était extrêmement dur. La proclamation de l'indépendance, pour une question que je connais également un petit peu sur l'Indochine, par exemple, les luttes des communistes des années 30 contre les exécutions capitales en Indochine étaient extrêmement violentes. Et puis autre chose, l'organisation de la contre-exposition coloniale de 1931, que beaucoup d'historiens, à mon grand dépit, attribuent aux surréalistes. En réalité, elle était organisée d'abord par les communistes en collaboration avec les surréalistes. Donc voilà, tout dans cet esprit-là. Mais à chaque fois à contrario, lorsque les communistes pensaient qu'il y avait une possibilité de la société française d'une évolution démocratique, voire même d'un poids spécifique du PCF qui pourrait ancrer le Parti socialiste à gauche, donc sur le thème de ce qu'on n'appelait pas encore l'union de la gauche, a contrario, le thème de l'indépendance disparaissait et au bénéfice de ce que j'ai appelé, ce sera ma conclusion tout à l'heure, l'européocentrisme, c'est-à-dire ou peut-être le gallocentrisme, l'idée que l'évolution de la société française, l'évolution démocratique de la société française entraînerait en quelque sorte par ricochet la libération des colonies, ce qui s'est révélé évidemment une illusion. Alors, sur la question de l'indépendance, et là, Dominique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, et heureusement que ça nous arrive. Me semble-t-il, il n'y a pas eu le choix entre droit... Je parle de la guerre maintenant, la guerre d'indépendance, 54-62. Il n'y a pas eu un choix à faire entre proclamation du droit à l'indépendance et paix en Algérie. Ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il y a eu un manque d'articulation dialectique. Alors, pourquoi cette nuance? Parce que le droit à l'indépendance de l'Algérie, contrairement à ce qu'ont écrit un certain nombre de collègues, figure dans les textes communistes très rapidement. Très rapidement. Novembre 54. Alors, je vous donne un exemple. Et après, on parlera là aussi des va-et-vient. Novembre 54, c'était une époque où les communistes, certains peut-être ici s'en souviennent, fêtaient tous les ans l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Une révolution d'octobre qui commence en novembre, c'était déjà mal parti. Mais enfin bon, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc tous les ans, début novembre, les communistes, ma génération par exemple, c'était la Mutualité, la génération d'avant, c'était le Veldiv, ce qui montre d'ailleurs un certain nombre d'évolutions. Mais tous les ans, il y avait ce rituel en quelque sorte. Et donc il se trouve que 4 jours après l'insurrection algérienne, les communistes sont réunis au Veldiv, et Jacques Duclos déclare, donc la citation, parce que je tiens au terme très précis, citation, « Les colonialistes semblent croire à l'éternité de leur domination, mais il faut bien voir qu'un vent de liberté et d'indépendance souffle de plus en plus fort dans les pays soumis à la domination des colonialistes,
comme en ont témoigné, et en témoignent notamment les événements de Tunisie, du Maroc et ceux d'Algérie. Donc la notion figure. Elle apparaît ensuite d'une façon très précise dans la presse communiste au début de l'été 1955, et elle est imprimée pour la première fois dans l'Humanité en octobre 1955. Et ensuite, le thème de l'indépendance ne disparaîtra plus, y compris sur des affiches. J'ai retrouvé des affiches enfin les textes sont dans mon livre, puisqu'il n'y a pas d'illustration, mais les textes sont dans mon livre, des affiches de 56-57 où le droit à l'indépendance est proclamé. Mais ce que j'appelle l'articulation non dialectique, c'est-à-dire que l'idée qui a prévalu, c'est le fait de dire que ce thème n'était pas suffisamment mobilisateur, que ce thème n'était pas suffisamment populaire dans la population pour pouvoir provoquer un effet d'entraînement. Donc ce qui est mis en avant massivement dans la propagande quotidienne, dans les tracts de cellules, dans les tracts de fédération et dans la propagande nationale, c'est paix en Algérie. Donc d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi cette image pour illustrer la couverture du livre. C'est paix en Algérie, c'est derrière paix en Algérie, derrière des banderoles de ce type, que manifestent les communistes. Donc ce que j'appelle l'articulation non dialectique, c'est qu'effectivement, il y a eu en quelque sorte une opposition de fait, non pas dans le discours, mais dans la pratique des communistes, qui était de dire, bon, ceux qui ne parlent que d'indépendance sont d'affreux gauchistes, et il faut s'en tenir à la ligne basse pour pouvoir entraîner les masses. Bon, c'est le vocabulaire de l'époque. Je pense qu'on y reviendra. Autre démonstration du livre, et là, encore une fois, on fait quelques allers-retours dans le temps, les communistes ont été les premiers en métropole à organiser les ouvriers maghrébins, enfin essentiellement algériens d'ailleurs. Je cite un congrès organisé en décembre 1924, un congrès ouvrier nord-africain, c'est comme ça qu'il s'appelait, au cours duquel donc la CGTU, qui était le syndicat proche des communistes, enfin, pas proche, dirigé par les communistes à l'époque, puisque les libertaires qui avaient été cofondateurs de la CGTU avaient été évincés à partir de 22-23, donc en 29, donc congrès ouvrier. Création de l'étoile nord-africaine, ce n'est pas un détail. 1926, l'étoile nord-africaine est incontestablement de paternité communiste. Tout le monde pense à Messa Liadj. En réalité, parmi les Algériens, le principal fondateur de l'étoile nord-africaine s'appelait Abdelkader Hadjali, et qui était membre du comité central du PCF, et donc qui a été à l'origine, donc étoile nord-africaine, qui a été à l'origine de la proclamation du droit à l'indépendance dès 1926 sur le territoire de la France, qui était quand même très avant-gardiste. Par contre, ça ne relève rien au fait qu'il y a eu ensuite séparation de corps, en quelque sorte, entre nationalistes et communistes, à partir du moment où Messa Liadj a pris le contrôle de l'étoile nord-africaine, et ensuite divorce et même polémique et même dénonciation absolument intolérable, surtout de la part des communistes, contre les nationalistes. Mais en tout cas, le fait de 1926 est quand même massif et quand même significatif. Et ensuite, par exemple, pendant la guerre d'indépendance, ou même avant, pendant la guerre froide, les ouvriers algériens étaient nombreux au sein de la CGT, et les taux de syndicalisation des Algériens étaient bien supérieurs, en métropole je parle, à ceux des ouvriers français. Donc je vais rapidement peut-être sur le Parti communiste algérien, avec ce terme qui est absolument abominable, qui est un thème de l'époque, qui est celui d'arabisation. Donc le mot d'arabisation signifie qu'il était nécessaire donc d'entraîner dans la lutte des ouvriers musulmans, puisque c'est le mot qui était employé, et d'ailleurs de fait la plupart étaient réellement musulmans. Et donc là aussi je dément un schéma qui est trop fréquent dans l'historiographie, à mon avis, le fait que le Parti communiste algérien était un parti communiste constitué essentiellement d'Européens. Ce n'est pas vrai. Il y avait à peu près, à la veille de la guerre d'indépendance, 60% de musulmans à l'intérieur du PCA, parmi lesquels des dirigeants de Bachir Hadjali, par exemple, Boualem Khalfa, Sadek Adjeres, etc., etc. Bon, je vais vite.
Alors, ceci dit, les relations entre communistes et socialistes, pardon, communistes et nationalistes ont été effectivement avec des variations énormes, avec des divergences très importantes. La plus importante, à mon avis, c'est celle qui a opposé, je dirais même fondamentale, l'analyse de la société algérienne de la part des nationalistes et de la part des communistes. Je m'explique. De la part des nationalistes, c'était vrai dans l'ancien PPA et c'était ensuite vrai dans la FLN, il y avait la notion de peuple-classe, peuple, trait d'union, classe. Donc la conception selon laquelle le peuple algérien constituait à lui seul, à soi seul, à une classe, un groupe humain qui avait comme revendication essentielle et unique l'indépendance. A contrario, bien sûr, les communistes ne pouvaient pas accepter ce schéma. Ils considéraient que la société algérienne était également divisée en classes et qu'il y avait donc des contradictions internes, ce qui explique un certain nombre de choses. Donc, deux conclusions rapides. La première, et c'est dans le livre, c'est que je me suis élevé contre une conception que j'ai trouvée essentiellement, je dirais quasiment à l'état brut, dans le livre de Patrick Rothman et Hervé, je dis les prénoms, Hervé Hamon, c'est bien ça, oui, qui s'appelle Les porteurs de valises. Le sous-titre de ce livre, c'est La résistance à la guerre d'Algérie, la résistance. Et donc, alors il cite les soldats insoumis, il cite les porteurs de valises, il cite le manifeste des 121, il cite le groupe Jeune Résistance, il cite les mouvements trotskistes, etc. Bon, d'accord, c'est une résistance, mais ce n'est pas la résistance. C'est un petit peu ma démonstration. Et si on chiffre cette catégorie de résistants à la guerre d'Algérie, on arrive à quelques milliers de Français. Donc moi, je me suis élevé contre cette conception que j'ai appelée élitiste de ce que pouvait être la résistance, dans la mesure où, si on acceptait ce principe, on dirait que tous les autres Français n'ont pas été résistants, d'un certain point de vue, ont été soit complices, soit collaborateurs. Et ça me paraît extrêmement contestable. Et donc j'ai affirmé, et là je ne peux pas développer maintenant, mais j'ai affirmé dans le livre que l'activité communiste contre la guerre d'Algérie avait été une résistance. Avait été une résistance qui était sans aucun doute moins spectaculaire, sans aucun doute moins flamboyante, sans aucun doute moins engagée sur le thème de l'indépendance, mais une résistance de tous les instants de centaines de milliers de militants qui ont essayé de combattre le credo colonial dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est quand même une citation d'un policier. Hein, j'ai oublié de dire tout à l'heure, parmi les, je trouve, les novations de mon livre, c'est l'usage des archives. Ce qui est quand même un peu fort de café normalement, un livre d'histoire, ça utilise beaucoup d'archives. Or, les archives du PCF, je les ai vues, je pense, à peu près intégralement, enfin, celles qui sont accessibles, mais il y a beaucoup d'accessibles et ouvertes, je le signale, depuis 2003. Mais j'ai également regardé d'autres archives et je vais vous citer des archives de la préfecture de police. Vous savez sans doute que, c'est une pratique éternelle, les policiers envoient très souvent dans des réunions des observateurs, des informateurs. Donc, citation 1956 d'un policier donc infiltré dans une petite réunion. Journellement, écrit-il, les formations communistes suscitent de multiples petites assemblées ayant le même objet, la paix en Algérie, et auxquelles n'assistent dans la plupart des cas que quelques auditeurs. Donc, dans la même phrase, il y a journellement, il y a multiplication des initiatives, mais il y a également quelques auditeurs. Donc, selon qu'on est bien intentionné à l'égard de ce courant politique ou pas, on choisira l'une ou l'autre des formules. Donc j'ai vraiment voulu, ne serait-ce que parce que j'ai eu la chance de croiser l'historien du contemporain, a la chance de pouvoir faire de l'histoire orale, ce qui est énorme. J'ai eu la chance de croiser un certain nombre de militants de l'époque, et j'ai quand même senti une certaine injustice à ne pas saluer, même si tout à l'heure j'ai refusé le terme de juger, mais de saluer en tout cas l'activité au quotidien de ces militants qui ont modestement combattu le racisme ou les pratiques de leurs camarades de travail ou de leur famille ou de leurs voisins. Voilà.
trois catégories, je n'ai vraiment pas le temps de développer, mais dans la discussion, on y viendra. Trois catégories que je cite et qui sont, à mon avis, quand même, de grands oubliés, là aussi, de l'historiographie. Les avocats, la noria d'avocats organisée par les communistes. Bon, c'était le Secours populaire qui prenait les frais en charge, mais c'était le PCF qui était en réalité le chef d'orchestre, et les Bigot, entre autres Élie Mignot, qui avait 1000 défauts et 1000 qualités. Donc, les appeler et les rappeler, donc je ne développe pas, mais qui ont eu leur rôle, et pas seulement les insoumis, pas seulement les soldats du refus, mais également les soldats qui allaient sur le terrain et qui, entre autres, ont permis, je dis bien, ont permis de faire échec au putsch d'avril 61. Et puis les intellectuels. Les intellectuels communistes sont les grands absents. Lorsqu'on parle des intellectuels de la guerre d'Algérie, les noms qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est évidemment Jean-Paul Sartre, évidemment les 121, évidemment, et Janson, bien évidemment, Curiel, mais également, sur la rive opposée, je dirais, Albert Camus. Or, personne ne parle d'Aragon. Aragon était seulement directeur des lettres françaises, qui était un hebdomadaire qui, pendant toute la guerre d'Algérie, j'ai regardé les lettres françaises semaine par semaine pendant toute la guerre d'Algérie, toutes les semaines, pratiquement, il y avait un titre sur la guerre d'Algérie, de dénonciation, bien sûr, avec des articles d'Aragon, de Pierre Dex. Et puis la découverte absolument magnifique qu'on doit quand même beaucoup à Aragon, de Mohamed Dib, rien que ça, excusez-moi, de Khatab Yassine. Donc voilà des choses qu'il faut souligner. Alors, quand même, ma conclusion. Vous voulez une conclusion ou pas? Bon, alors, voyez, donc, je crois avoir, enfin j'espère en tout cas, avoir correspondu au portrait qu'a fait Dominique, à savoir de l'absence de manichéisme, parce que en fonction de l'état d'esprit de chaque auditeur, peut-être certains diront mais il a épargné les communistes, et d'autres disons il a trop égratigné. Je vous laisse à ce type de jugement, et ça sera peut-être l'objet de la discussion. En tout cas, une conclusion globale qui elle, est vraiment fondamentale, me semble-t-il. Le reproche essentiel que je fais au courant communiste, à la force communiste de cette période, c'est d'être restée prisonnière d'un schéma ancien, très ancien, dans le mouvement ouvrier français, qui date pratiquement de la Commune, enfin de la naissance du socialisme français, et qui est également ancien dans l'histoire du communisme international, dans les fondements même de certains raisonnements de l'international communiste. Ce raisonnement est le suivant. Il y a dans le mouvement révolutionnaire mondial un centre qui est l'Union soviétique. Il y a une garde rapprochée qui est la totalité des partis communistes en Occident, enfin dans le monde entier d'ailleurs, autour de l'Union soviétique, une sorte de garde rapprochée, partis communistes qui sont eux-mêmes l'avant-garde du prolétariat révolutionnaire. Voilà, en gros, c'est le schéma. Et puis, il y a comme force d'appoint, Staline emploie même l'expression nation arriérée, il y a comme force d'appoint, comme marge en quelque sorte, les mouvements de libération nationale. Ce que j'ai appelé donc l'européocentrisme, ce que tout le monde appelle l'européocentrisme. L'européocentrisme, c'est la conception selon laquelle la libération de la métropole doit précéder la libération des colonies. Et donc, évidemment, ce thème dont on peut sourire aujourd'hui, mais qui a imprégné véritablement l'esprit des partis communistes, ce thème a vraiment présidé à un certain nombre de choix. Et je pense que fondamentalement, le choix en plus c'est des années, le choix de 36, de 45 et de 56, donc Front populaire, constantinois et pouvoirs spéciaux, c'est véritablement là qu'est la matrice, ce raisonnement-là qui est la matrice un petit peu de ces erreurs stratégiques. Or, évidemment, les peuples colonisés, d'abord, ce schéma était-il réel dans les années 20-30? Je n'en suis pas persuadé, mais ce qui est certain, c'est qu'après 1954, il n'était absolument plus adéquat, puisque, je vous rappelle quand même, libération de l'Inde 1947, libération de l'Indonésie 1949, libération du Vietnam 1954. Donc évidemment, ces peuples-là n'avaient pas attendu la libération de la métropole pour conquérir l'indépendance et
parvenir à la décolonisation. Une dernière chose, puisque j'aime bien cette formule, donc je terminerai par ça, une paraphrase, un texte que vous connaissez forcément, dans les statuts de la Première Internationale, Marx avait écrit « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Eh bien, je paraphrase et je dis que l'émancipation des colonisés a été d'abord l'œuvre des colonisés eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Alain. C'est pas évident de résumer 600 pages en 35 minutes, donc bravo. Avant de donner la parole à nos amis, je veux quand même régler cette affaire qui me tient à cœur, de ce que tu as appelé la dialectique. Oui. L'absence de dialectique. Parce que l'articulation non dialectique, ce dont tu parlais, je te suis à 100%, c'est de la réflexion politique, stratégique, tactique, qui est celle du parti. Voilà. Et après, il y a la réalité au quotidien, oui, à la base. Et alors, on n'est plus du tout dans une articulation peu dialectique, on est dans quelque chose de terrible, parce que moi, ma mère était, comme chacun le sait, porteuse de valises, et, bon, moi j'étais gamin, je n'ai aucun souvenir de tout ça, j'ai juste le souvenir du portrait de Maurice Audin. Ça, bon. Bah oui, c'était jeune et superbe, et voilà. Bon. Bref. Et ma mère m'a raconté ensuite les engueulades avec des militants communistes, parce que là, du coup, c'était paix en Algérie, non, FLN vaincra, non, paix en Algérie, non, FLN vaincra. C'était un dialogue qui n'avait plus rien de dialectique. Et si tu t'en souviens bien, on a réussi à faire rebelote avec le Vietnam. Parce que nous étions paix au Vietnam, et puis il y avait les comités Vietnam de base qui étaient FLN vaincra. Et on passait notre temps à des discussions... À s'engueuler. Absolument sans sens, au sens exact, dans la mesure où les deux pouvaient très bien être jumelés et donner un ensemble dans lequel chacun se retrouve. Parce qu'après tout, il y a des niveaux de conscience différents et on peut. Voilà. C'est juste un détail. Non, c'est pas. Non, c'est le vécu. Alors, comme vous le savez pour ceux qui sont déjà venus ici, il y a un micro. Ce micro est indispensable parce que sinon, dans la vidéo de cette rencontre, on ne comprendra rien si vous ne parlez pas dans le micro. La première question était formidable. Alain a très bien répondu. Passons à la deuxième. Gilles. Et Nils également. Alors, je surenchéris sur la présentation de Dominique, sur concernant l'intérêt de ce livre, qui est un livre majeur, qui historicise une question qui est souvent l'objet de polémiques un peu simplistes, comme Alain l'a expliqué. Et donc, il faut le lire, il faut y travailler dessus. En travaillant dessus et en poursuivant la réflexion qu'il a entamée de manière fondamentale, il me semble qu'il faudra peut-être porter notre attention davantage sur la différence de ligne entre le PCA et le PCF. Parce que certes, il y a une espèce de fraternité communiste globale, et je pense qu'Alain a raison de la souligner. Il y a une nébuleuse. Il appelait ça la force communiste, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a un ensemble, il y a une culture qui est partagée par un ensemble de militants en France et français, algériens. Mais il y a une différence de ligne. Et en cela, le témoignage de Sadek Hadjirès, qui est toujours parmi nous et qui est un des témoins de cette période-là, nous permet de mieux comprendre la différence de perception du 1er novembre 1954. Car Hadjirès et Hadjali étaient en Kabylie à la veille du 1er novembre 1954. Ils avaient de nombreux contacts avec des gens, ils étaient issus du MTLD, de ce mouvement national algérien, et ils connaissaient individuellement tel restaurateur d'Alger qui commençait dès octobre et les mois qui ont précédé à préparer le ravitaillement des maquis en train de se constituer. Ils nomment des gens, etc. Donc ils connaissaient bien ce nombre de militants qui préparaient le 1er novembre. Ils sont en Kabylie.
ils reviennent de Kabylie dès le 1er novembre, hein, tous les deux, Adjares Adjali. Et Adjares raconte que Adjali, dans la voiture, ne cessait de dire « pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne ». Bon. Adjali file à Paris. Hein, tu le dis, c'est dans ton livre que je l'ai appris. Donc, il file à Paris. Des choses, donc c'est bien. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses dans ce livre. Hein. Et ce point de fait, il est mentionné. Il va à Paris, il va au comité central, enfin, Pelletier à l'époque, et il rencontre Jeannette. Et Jeannette le reçoit poliment. Il lui explique que le PCA, le 3 novembre, je crois, a pris un communiqué qui ne fait que dénoncer la répression et soutenir l'aspiration nationale des Algériens, donc favorable, en gros, c'est ce qui leur vaudront leur interdiction. Et Jeannette lui dit « Ok, merci beaucoup ». Et il ne l'invite pas du tout à la réunion du 7 novembre, parce que tu parles de ce que dit Duclos le 4 novembre au Veldiv. Ok, il dit 3 fois indépendance. Mais l'important, c'est quand même quand le BP émet ce communiqué du 7 novembre. Et là, il y a le désaveu de l'insurrection algérienne, en quelque sorte, à mot couvert. Hein. Voilà, à mot, voilà. Donc, faut être précis, il faut citer les textes. Voilà, donc, cette différence entre le PCA et le PCF est une différence, à mon avis, majeure, qu'on aura intérêt à travailler, car le PCA participe à la guerre armée du FLN, et le PCF envoie 200 000 troufions de plus suite au vote des pouvoirs spéciaux en Algérie, faire la guerre au même FLN. Alors, merci Gilles. Je fais une petite traduction du Manseron en français, donc pour la vidéo. Donc Jeannette, c'est Jeannette Torres-Vermersch, l'épouse de Maurice Thorez, et BP, c'est bureau politique. Hein, voilà. Donc, Alain, si tu veux commenter ou répondre, comme tu veux. Question-réponse comme ça, comme vous voulez. Hein. Bon. Alors, première chose, sur les relations PCA-PCF, PCF-PCA pour être plus précis. Toute l'histoire, à partir, non pas de 36, parce que 36, il y avait 36, je traduis également, hein, c'est la fondation du Parti communiste algérien, fondation formelle. Auparavant, il y avait des fédérations, fédération de l'Oranie, du Constantinois et de l'Algérois, du PCF, comme il y avait une fédération de Lot-et-Garonne ou de la Haute-Savoie. Enfin, bon. Donc, 36, octobre 36, fondation du PCA. Incontestablement, de 36, alors avec la parenthèse de la guerre où il y avait vraiment les conditions de la totale clandestinité, mais de 36 à 39, incontestablement, le PCA reste très directement contrôlé par le PCF. 45 aussi, mais le mouvement s'esquisse non pas de prise de distance, parce qu'il y a quand même une fraternité fondamentale. Ça, les choses sont absolument incontestables. Fraternité humaine, fraternité et fraternité politique. Mais effectivement, à partir de 1945, et en particulier après les désastreuses horrifiantes, j'emploie le mot dans mon livre, analyse de mai 1945 du PCF, partagé hélas par le PCA en grande partie, en tout cas pendant 2 ou 3 ou 4 mois qui suivent les massacres de Constantinois. Mais à partir de là, il commence à y avoir effectivement une réelle prise d'autonomie. Cette prise d'autonomie se manifeste en particulier par le travail en commun de gens qui sont malheureusement, André Espy vient juste de partir. C'est bien dommage parce que c'est un des vétérans du PCA qui a passé 3 ou 4 années de sa vie à Lodi, au camp de Lodi, pour ceux qui connaissent. Bon, malheureusement, il vient de partir, j'aurais bien voulu qu'il parle. Donc, prise d'autonomie avec l'arrivée à la direction du PCA d'une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, c'est Henri Alleg. Maurice Audin n'est pas réellement un dirigeant, c'est le nom Luis Caballero, enfin des gens comme ça, la famille Laribert. Et puis c'est également toute une génération de
avec les guillemets nécessaires, musulmans. C'est le moment où on arrive à la direction du PCA très, très rapidement. Donc là, on est à peu près dans les années 49-50. Bachir Adjali, dont j'ai parlé, Larbi Bouali, qui va devenir secrétaire général et Boualem Khalfa, Saleh Adjerez, bien sûr, Ahmed Hakash. Enfin voilà des noms de gens, beaucoup ils doivent connaître ces noms dans la salle. Hein. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, il y a une totale autonomie, et le terme d'indépendance va apparaître bien avant le novembre 54. Il apparaît dans les textes officiels du Parti communiste algérien à partir de 51-52. Mais 51-52, c'est également un moment où André Marty, qui est l'homme du PCF jusqu'au moment de sa chute de 52 justement, c'est une de ses dernières apparitions publiques, il va à Alger et il emploie également le mot indépendance. Vous voyez, les choses sont... bon. Par contre, là où je te suis, Gilles, c'est l'anecdote. Tu me fais l'honneur de dire que tu l'as découverte dans mon livre, et donc je le tiens de beaucoup de témoignages. Bachir Adjali vient effectivement voir la direction du PCF et leur explique que ce n'est pas une provocation, et donc le terme de provocation, qui ne figure absolument pas dans les termes officiels et dans la presse du PCA, qui est encore légale à l'époque, figure effectivement dans le communiqué du 7 novembre. Alors, j'ai pas évacué la question, puisque c'était dans mon texte écrit, mais j'ai voulu aller vite. J'ai pas évacué la question. Le texte du 7 novembre reprend une très très mauvaise habitude du communisme français, qui est la notion de provocation. Incontestablement, ça figure ces événements qui bénéficient au grand colonna, voire même s'ils n'ont pas été provoqués par lui. Mais ce que je voulais dire aussi, j'espère que je ne me suis pas trompé de page, le communiqué du 8 novembre, il est là. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a deux façons d'écrire l'histoire de ce communiqué, et les deux façons sont, je ne trouve pas d'autre mot, vicieuses. La première façon, c'est celle des communistes eux-mêmes. J'ai regardé dans le manuel d'histoire du PCF, qui était à l'époque une lecture obligée, le livre à couvert, écrit sous la direction de Jacques Duclos, mais avec des historiens d'ailleurs. Et donc, ce membre de phrase ne figure pas. Mais chez beaucoup de mes collègues, et bon, je leur dis également en face quand je les vois, chez beaucoup de mes collègues, seul ce membre de phrase figure. Et donc, tout le reste ne figure pas. Or, grâce à Internet aujourd'hui, grâce aux documents numérisés, on peut même numéroter les choses. J'ai noté que le communiqué fait 681 mots et qu'il y en a 68 avec cette phrase. Et le reste, c'est quoi? Le reste, c'est... il n'y a pas le mot indépendance. Là-dessus, on est totalement d'accord, et c'est un recul. Ça, on est totalement d'accord. Mais il y a aspiration nationale du peuple algérien. La situation du 1er novembre 1954 est due essentiellement au colonialisme. Le colonialisme doit mourir, etc. Toutes ces choses-là figurent. Donc, soyons équilibrés. Deuxième partie de la réponse, et je vais essayer d'aller vite. Deuxième partie de la réponse. Il y a un mouvement qui est, disons, la première fois, en tout cas, je ne peux pas dire unique, mais la première fois où le fil va passer du PCA au PCF. C'est plus tard. Auparavant, le PCF, en général, imprimait sa ligne, plus ou moins, avec les exceptions que j'ai citées, au PCA. Printemps 55, en mai 55, le bureau politique du Parti communiste algérien se réunit, va mettre sur la touche André Moine. Bon, on pourra parler du rôle d'André Moine, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui était un petit peu l'homme, un petit peu disons, de l'ancienne conception, la conception combat de classe qui prime le combat national, pour aller vite. André Moine est évincé du secrétariat, et Ahmed Hakash devient, donc, Larbi Bouali est premier secrétaire, Ahmed Hakash devient premier secrétaire adjoint, quelque chose comme ça. En tout cas, bon. Et le comité central du Parti communiste algérien de mai 55 décide d'abord de soutenir la lutte armée, dénonce, parle d'une populaire qui reflète vraiment les aspirations de la population algérienne tout entière, met en avant le mot indépendance, et
au début de l'été 55, l'Arbi Boili part à Paris, donc de nouveau rue Lepelletier, va à Paris, et cette fois-ci est reçu, et cette fois-ci est écouté, ce qui est quand même assez intéressant. Et l'Arbi Boili écrit un article dans une revue qui était la revue un petit peu des cadres du Cominform. Je vous rappelle que le bureau d'information des partis communistes avait succédé au Comintern. Hein, donc le Cominform avait un bulletin qui s'appelait « Pour une paix durable, pour une démocratie véritable », quelque chose comme ça. C'était un titre à rallonge. L'Arbi Boili écrit un article, et donc s'il écrit un article dans cette revue, c'est qu'il a l'accord du PCF. Un article qui... Et du PCUS, ben évidemment, lequel ne s'est guère mouillé d'ailleurs par la suite sur la question de l'indépendance. Ça, c'est un autre problème. Et donc, ensuite, ce texte est repris par France Nouvelle, dans un encart spécial de France Nouvelle, et le mot indépendance commence. C'est à ce moment-là que le mot indépendance commence à fleurir dans la presse communiste française. Et donc, moi, j'émets l'hypothèse que cette fois-ci au moins, le Parti communiste algérien a transmis au Parti communiste français la nécessité de modifier sa ligne. Et ceci dit, je refuse l'idée selon laquelle il y aurait d'un côté des communistes algériens qui auraient été clairvoyants et de l'autre côté des communistes français qui auraient été aveugles. Tout simplement parce que les situations différaient. Tu l'as dit toi-même, Bachir al-Jali et Sadek al-Jarrès, ils baignaient dans la société algérienne, donc ils comprenaient que l'aspiration à l'indépendance était ce que j'ai appelé le saut qualitatif du 1er novembre 1954. Or, évidemment, les gens qui étaient à Paris, qui n'étaient pas forcément des bureaucrates, c'est tellement facile de dire ça, qui étaient des militants, mais qui étaient des militants éloignés de la réalité algérienne. Donc, eux, il était logique, et je dirais même, il eût été logique que cela se passât, c'est un parfait du subjonctif, plus tôt, que les communistes algériens tirent la sonnette d'alarme et disent à leurs camarades français attention, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'important. Tu maîtrises le subjonctif aussi bien que la dialectique. Hein. Niels. Oui, bonjour. D'abord, le très beau travail est très nécessaire et très riche. Présente-toi, Niels. Présente-toi peut-être. Bon, Niels Anderson. Oui. Oui. Bon, il y a beaucoup de choses. Il en manque une dans ton livre. Oui. Il manque un nom. François Monod. Jérôme Lindon, aux éditions de Midi, disait les éditeurs contre la guerre d'Algérie se comptent sur les doigts de la main. Oui. François Monod était un de ces doigts. En dirigeant les éditeurs français réunis, et dans les éditeurs français réunis, en faisant paraître parallèlement la petite bibliothèque républicaine. Bien sûr. C'est pas. Hein, bon, oui, aussi, non, mais le problème, c'est que François Monod est oublié dans le parti. C'est la question que je pose. Pourquoi ? Je ne suis pas le parti. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il a publié, effectivement, Albert Paul Lantin, oui, qui était considéré comme, par ses confrères comme Monsieur FLN, comme journaliste français. Il a publié Georges Arnaud, qui était ami de Vergès et ami de Janson. Il a publié le Gauche Tixier. Donc, oui. Il est un des 5 éditeurs français qui a été contre la guerre d'Algérie. Et il n'est pas. C'est dommage. Merci. Voilà. Il y aura une deuxième édition. Mais tu as raison. Non, j'approuve. Une deuxième chose. Je ne voulais pas l'aborder, mais tu as posé le problème du livre de Hamon et Rothman. Oui, le livre d'Hamon et Rothman répond ni à la question l'art, résistance, une résistance. Il y a une seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait jamais eu un livre historique sur Hamon et Rothman. C'est un travail de journaliste. Ils ont fait un travail de journaliste au sortir de la guerre en 62, 63, tout de suite. Mais il n'y a pas un historien qui s'est penché sur l'histoire. Et effectivement, il aurait été intéressant, tu soulignes effectivement combien c'est une minorité. Mais c'est important une minorité. C'est important une minorité. Et en fait, tu l'opposes, ce n'était pas la ligne de masse. Oui, ce n'était pas la ligne de masse. Mais ça jouait un rôle très important, et ça jouait un rôle très important en France. La guerre a été gagnée militairement par la France, mais elle était perdue politiquement et moralement. Bien sûr. Et la défaite morale, elle était surtout hors de France. Et c'est là où tout ce mouvement des minoritaires a joué un rôle extrêmement important. Donc, je crois, c'est là. Et dernière chose,
le PCI et le PCF n'avaient pas la même position sur la guerre d'Algérie. Pas du tout. Ah oui, tu as raison. Pas du tout. Donc, J'ai pas abordé ça. la position PCF était la position PCF, qui était la théorie de Torres sur la nation en formation. Ce n'était pas la position de tous les communistes européens. Neil, si j'ai bien compris ce que voulait dire Alain, c'est qu'il y a un européocentrisme dans la vision du PCF. Oui. Ça n'a rien à voir avec Au gallocentrisme. Non, mais c'est normal, c'est pas l'eurocommunisme. Voilà, mais on il y est avait, dans un autre- mais non. il y avait de fortes divergences à l'intérieur des partis On est dans un communistes autre en moment de Europe, l'histoire, là, oui. sur la question algérienne. Alain, un mot? Non, juste, pas d'accord avec toi, Nils. Je n'oppose pas, au contraire, je dénonce l'opposition entre ligne de masse et travail des minorités agissantes. Ou alors, soit j'ai mal écrit, soit j'ai été mal lu, mais je n'oppose pas les choses. Je dis justement qu'il y a eu des résistances à la guerre d'Algérie et que ces résistances, finalement, je dirais, à l'insu même des acteurs des événements, étaient convergentes, finalement. Et c'est cette convergence qui est ce que dit Dominique, je l'ai entendu, et je connaissais l'histoire de ta maman pour avoir lu un article du Monde diplomatique il y a quelques années, que je connais bien. Donc, j'ai entendu plein d'autres choses. Claude Vinci, qui est un homme pour qui j'avais un amour sans borne, a été traité de tous les noms, de trotskiste, ce qui était une insulte à l'époque, etc., pour avoir été porteur de valise. Donc, il y a Clara et Henri Benoît, que beaucoup sans doute connaissent ici, ont été traités de petits bourgeois impatients, enfin toutes ces choses-là. C'est vrai. Mais il y a également des exemples. Michel Muller, qui vivait dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin, je ne sais plus, était porteur de valise. Et quand il a rencontré Henri Curiel lui a dit « Tu as une seule chose à faire, c'est d'adhérer au PCF », ce qu'il a fait. Et il est resté communiste, il n'a pas été désavoué par sa fédération. Claude Mazauric a été porteur de valise avec l'accord de sa fédération. Mais incontestablement, il y avait également une sorte de... d'esprit militaire, employant les grands mots. Il fallait que le militant adhère sans hésitation à la ligne, ce qui était considéré comme la ligne, et tous les militants, y compris la direction évidemment, n'avaient pas forcément la souplesse dialectique nécessaire. Quelqu'un d'autre? Moi, je voudrais juste dire d'une phrase que je comprends le souci de Niels, mais ayant lu le livre de manière apaisée, je dirais, j'ai vu, moi, dans le livre, au contraire, vraiment une volonté de dynamiter les visions en noir et blanc, manichéennes, justifiant ceci ou accusant cela. J'ai trouvé plutôt vraiment un livre. Après, on peut... les nuances, et puis certainement ce que tu dis oui, pour les éditeurs. Mais à coup pas, parce que ce que tu dis, tu as raison. Ce que je voudrais dire en plus, pour aller dans ton sens quand même, c'est que, je l'ai écrit dans Le Monde diplomatique il y a des années, il y a aussi quelque chose de symbolique dans cette résistance non communiste, disons, d'intellectuels, etc. Bien sûr. Enfin, j'ai écrit ça, peut-être c'était un peu emphatique, c'est quand même aussi des gens qui ont sauvé l'honneur de la France. Bien sûr. S'il n'y avait pas eu les porteurs de valises, s'il n'y avait pas eu Janson, s'il n'y avait pas eu Curiel, s'il n'y avait pas eu les déserteurs, voilà, qu'est-ce qu'on aurait à dire à nos enfants, à nos petits-enfants Ça m'étonne toujours quand sur un autre sujet qui m'est cher, qui est le conflit israélo-palestinien, tout le monde tombe à bras raccourcis sur les Israéliens, dit mais qu'est-ce qu'ils font, mais pourquoi ils se battent pas plus voilà, hein, chacun balaye devant sa porte, nous la porte de la guerre d'Algérie, eux la porte de la guerre anti-palestinienne qui dure depuis plus de 70 ans. Bref, on est quand même voilà, il y a des gens qui ont sauvé l'honneur et je dois dire, quand je repense à Laurent Schwartz ou quand je repense à Pierre Vidal-Naquet, ou quand c'est quand même Ribério dont j'ai parlé. C'est quand même, voilà, heureusement qu'on a eu aussi ces gens-là, quoi. Là-bas, et puis Madame devant tout à l'heure. Oui, moi je voulais juste rapporter une anecdote à propos de ce que vous avez appelé le niveau bas ou la ligne basse des slogans ou de la ligne politique du PCF pour ne pas se couper des masses, etc. C'est un ami donc, qui était
décédé aujourd'hui, qui était au PSU, à la Fédération de Paris du PSU, et qui, alors je ne me souviens plus l'année après quelle répression qui avait eu lieu, soit en Algérie, soit ici en France contre les Algériens, la Fédération du PSU était allée rencontrer la direction parisienne du PC pour leur proposer une manifestation. Et ils avaient rencontré, je crois, Paul Laurent, le père de Pierre Laurent, et qui les avait gentiment envoyés en leur disant mais écoutez, de toute façon, l'Algérie, ça n'intéresse pas les ouvriers. Voilà, donc évidemment, pas de manifestation commune. Voilà, donc moi je vais lire le livre qui doit être fort intéressant, mais ceci dit, sans vouloir être manichéenne, je vous trouve assez indulgent vis-à-vis de la ligne du PCF et de l'Algérie. C'est bien ce que j'attendais. Parce que d'autres diront le contraire. Donc méfiez-vous quand même des phrases rapportées. Des phrases rapportées. Moi, j'ai connu Paul Laurent très bien. Je sais que quand il était secrétaire général de la jeunesse communiste, il a couvert très massivement les désertions de soldats. C'était pas la ligne, mais quoique. Il couvrait, en tout cas. Donc, je ne sais pas si l'Algérie n'intéressait pas les Français, mais lui était intéressé à couvrir les soldats qui refusaient de servir ou qui quittaient, hein, parce qu'il y a une nuance entre ne pas vouloir partir et déserter ah oui, bien quand sûr. même. Alors, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Couvrir les déserteurs et refuser de faire une manifestation de solidarité officiellement. Mais non, ce qui a été dit, c'est la guerre d'Algérie n'intéresse pas la classe ouvrière française, pas les Français. C'était partie de la classe ouvrière. Alain. Alors, première chose, c'est une opposition qu'on me fait souvent en me disant le PCF a fait moins que le PSU. N'oubliez pas une chose, c'est que le PSU est créé en avril 1960. Donc, il y a le Parti socialiste autonome auparavant, hein, c'est donc la minorité de la SFIO, qui André Philippe, enfin tous ces gens-là que l'on connaît, qui se séparent de la SFIO, qui avait vraiment trempé dans la répression. Donc, mais le PSU est créé en avril 60. La chose à laquelle vous faites allusion, je pense que je la traite dans mon bouquin, c'est la manifestation, je vous dis ça de tête, du 28 octobre, je crois, 1960. 28 octobre 60, c'est une manifestation à la mutualité, et il y a un processus d'union qui se met en place progressivement entre donc, les communistes, y compris la JC d'ailleurs, le PSU, l'UNEF. N'oubliez pas que l'UNEF a été, excusez-moi s'il y a d'anciens de l'UNEF ici et je ne les agresse pas du tout, l'UNEF a été pro-guerre jusqu'à avril 60. Hein, ce qu'on appelait les minots, hein, les minoritaires de l'UNEF, qui étaient eux très anticolonialistes, ont pris le pouvoir au sein de l'UNEF seulement en avril 60. Donc, et donc à partir de ce moment-là, effectivement, l'UNEF a été très très investie. Donc il y a des négociations et il y a la volonté du PCF, qui est un de ses travers historiques, je dirais, de vouloir contrôler les mouvements. C'était plus facile de contrôler le mouvement de la paix, mais évidemment, lorsqu'il y avait des gens comme les gens du PSU et de l'UNEF, ce n'était pas facile de les contrôler. Donc il y a divorce, il y a discussion qui va jusqu'à la préparation de la manifestation, et au dernier moment, 48 ou 72 heures avant, la direction du PCF se retire. Et là, vous avez totalement raison, et donc les autres vont manifester. Il y a effectivement un des moments qui a marqué l'histoire de la lutte contre la guerre d'Algérie. Je rappelle quand même que les premières manifestations contre la guerre d'Algérie de rue, les premières manifestations de rue, je mets à part le MNA qui évidemment faisait des manifestations d'Algériens de son côté, mais les premières manifestations de Français de rue ne datent pas d'octobre 60, mais datent de septembre 1955, et c'est les communistes tout seuls. Là-dessus, il n'y a pas... Les premières manifestations de rue, c'est les communistes tout seuls, et en particulier la jeunesse qui s'appelait l'UGRF à l'époque. Oui, non, même avant. Après, il y a les manifestations, les blocages de trains, vous avez raison. Alors, juste une précision, et là, c'est là que les archives sont passionnantes. J'ai retrouvé toute la discussion interne au PCF à l'époque sur la manif, je reviens à la manif de 60.
Et c'est le début de ce qu'on a appelé l'affaire Servin-Casanova. Les deux dirigeants du PCF se prononcent pour la participation à la manif au nom de l'unité, et ils sont mis en minorité. Et donc il y a des discussions extrêmement vives. Certains disent oui, vous voulez transformer, enfin certains, en l'occurrence Thorez, Jeannette Vermersch, disent vous voulez transformer le PCF en courroie de transmission des gauchistes. En gros, c'est l'argument. Et les autres disent ils sont mis en minorité. Mais il y a ce débat. On peut dire, Alain, quand même que cette question est tout à fait secondaire dans le procès qui va être fait à Servin et Casanova, qui porte sur l'analyse du gaullisme et sur le fait que le PC, à l'époque, dit De Gaulle, c'est un fasciste, c'est la dictature, et Servin et Casanova, avec l'appui de Moscou, bien sûr, disent, mais non, c'est l'indépendance nationale, on va pouvoir faire un front pour l'indépendance nationale. Tout à fait. Ils n'avaient pas complètement tort du point de vue de ce que est devenu ensuite le gaullisme, en politique extérieure, j'entends. D'autres questions? Oui, j'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je me sens dans la position bizarre de ce personnage de Stendhal qui était présent à Waterloo et qui écoute 60 ans après des historiens ou des gens qui savaient ou qui savent. Donc comment ça s'est passé. C'est ça. On va vous appeler Fabrice. Alors qu'il n'y était pas. Moi, j'y étais et j'ai déserté. Je fais partie de ces rares communistes qui, alors que j'étais élève officier, envoyé en Algérie, a décidé de ne pas y aller. Et avant de le faire, j'ai demandé à quelqu'un du comité central, à savoir Léon Fex, qui à l'époque était responsable de la politique coloniale, enfin, c'était le grand spécialiste, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'y vais pas. Et il m'a répondu, enfin il m'a fait répondre par mon père, un communiste va à toutes les guerres. Oui, bien sûr. Je pensais que c'était par référence à 1916-1917 en URSS, en Russie. Il faut profiter de toutes les situations de guerre pour essayer de changer la société. Moi, j'avais une autre expérience de la guerre d'Algérie. Ma petite copine avait été prise par les paras et torturée. Et je voyais très bien, attachée nue sur une table, en train de se faire mettre les électrodes dans le vagin. C'est ça que j'avais comme vision de la guerre d'Algérie. Par ailleurs, ma famille est installée en Algérie depuis la guerre de 70. Mes grands-parents y sont nés, ma mère y est née. Mon père est un des fondateurs du Parti communiste en Algérie. Pas du Parti communiste algérien, mais du Parti communiste français en Algérie en 1920. Par ailleurs, votre papa s'appelait comment, s'il vous plaît? Il s'appelait Viennet. Viennet. De la famille de l'avocat, Mais je suis le fils de l'avocat. Très, très honoré. Viennet a été ensuite avocat de l'humanité de 1926 à 1966. Et il a défendu à ce titre un certain nombre de militants, communistes ou non communistes, en Algérie. Il y est souvent allé, et parfois dans des conditions extrêmement difficiles, où sa vie était menacée. Voilà d'où je me place. Merci beaucoup, merci. Madame? Je répondrai aussi. Bonjour, merci pour votre livre. Je l'ai lu d'une traite comme un roman. Mais il y a une raison à cela, c'est que j'ai moi-même écrit un livre sur le PCF et la guerre d'Algérie. Il y a fort longtemps, publié en anglais chez Macmillan parce que... on s'est croisés à Basse, madame. On s'est croisés à un colloque à Basse. C'est vrai. Oui. Les éditeurs français n'en voulaient pas, je m'empresse de le dire, parce qu'à l'époque, c'était la patate chaude. Alors, évidemment, j'étais passionnée par la lecture et avec une envie furieuse d'avoir eu accès aux archives, comme vous avez eu accès à de riches archives. Moi, j'avais les textes officiels et les entretiens avec les survivants qui étaient nombreux. Alors, je vais faire quelques commentaires. Je me suis concentrée sur ce que j'appelais la lutte de ligne à l'intérieur du PC dans ma recherche.
qui avait donné naissance à plusieurs revues, hein, l'Étincelle, La Voix Bien sûr, communiste, bien beaucoup sûr. d'autres revues, et pour exprimer leur position. Et ce qui m'intéressait, c'était les divergences d'analyse théorique, mais aussi d'engagement pratique, bien sûr. Alors, dans les divergences d'analyse théorique, je vais le rappeler, mais vous en parlez aussi dans votre livre à certains moments. Bon, la nation française, le PC qui considérait que le prolétariat était devenu carrément la nation française, donc ça colorait un peu ses positions, que les oppositionnels récusaient absolument, Bien sûr. en faisant une analyse de classe et une alliance nécessaire de classe entre la classe ouvrière et le peuple algérien. La question de la nation algérienne, alors l'affaire du creuset de Vinras, auquel s'opposaient aussi tous ces oppositionnels qui, eux, se situaient presque très nettement, ou presque toujours nettement, sur les positions du FLN et des porteurs de valises. Alors, j'y suis particulièrement sensible parce que j'ai grandi dans les colonies, et pour moi, c'était une ineptie totale de considérer que les colons, dans la situation coloniale, pouvaient s'identifier... On parle beaucoup dans le livre. Ah, oui, 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 tout à fait. Je ne vous critique pas, je le rappelle pour dire que c'était vraiment important, parce que vous ne l'avez pas évoqué. Mais ce qui est intéressant aussi, ce sont les batailles de textes théoriques dont s'inspirait la ligne officielle et les oppositionnels. Par exemple, ce que vous avez cité comme l'URSS, le centre, etc. Les oppositionnels, eux, mettaient en miroir le fait que Lénine avait argué que les colonies étaient le maillon faible de l'impérialisme. Donc, c'était le centre vital. Sur la question de la classe ouvrière, les textes de Lénine qui disaient l'aristocratie ouvrière qui s'est identifiée à l'impérialisme. Enfin, tout. Et Marx aussi le disait. Bien déjà, mais c'est Lénine surtout dans The Higher Stage. Pardon, je cite en anglais. Et enfin, la question de l'URSS est critique aussi, vu qu'ils avaient une nouvelle stratégie qui était coexistence pacifique et compétition économique, plutôt que la lutte armée. Donc, il ne fallait pas faire de vagues. Enfin, il y a beaucoup de choses qui concourent à la position du PC, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était la lutte de ligne, comme j'ai dit, et la position des oppositionnels, et bien sûr de cette frange à la gauche du PC. Alors, je voudrais ajouter seulement une chose sur ce que vous avez mis dans votre livre, c'est que, pour la première fois, le PC se fait doubler sur sa gauche, vraiment. Et qu'il faut retenir, c'est très, très important, beaucoup plus important que cette minorité d'oppositionnels ou de porteurs de valises. C'est très important parce que ce sont eux qui sont les précurseurs, les semailles de mai 68. On retrouve les mêmes quand on regarde les noms des minorités actives. Voilà, mais je vous remercie pour... Merci qu'on reste en beaucoup. contact. On arrive au bout. Bon. Donc, Alain, si tu veux dire un mot de plus sur ce qui a été dit. Maintenant. Oui, alors, franchement, pas une conclusion, mais peut-être deux réponses à M. Vianney donc, et à Madame Joly, parce que je me rappelle bien de votre nom. Bon, M. Vianney, franchement, votre témoignage est même pas émouvant et nous réduit en quelque sorte. Mais moi, je n'oppose pas en ce qui me concerne les témoignages qui sont tous à la première personne du singulier, qui sont tous des histoires singulières, justement, et une analyse que l'historien a la chance de pouvoir faire a posteriori. Je pense, enfin j'espère en tout cas, que rien dans mon livre ne décerne des brevets des satisfecit ou des blâmes. Donc effectivement, ce que vous dites, je l'ai entendu 100 fois, et Léon Fex, mais en même temps, Léon Fex, c'est l'archétype du militant, ce qu'on pourrait appeler du bureaucrate, et en même temps, dans les archives, on constate que Léon Fex est celui qui tire très souvent, très vite, dès 1955, qui tire la sonnette d'alarme, parce que c'est sa fonction de toute façon, à la direction du parti, pour dire on n'en fait pas assez contre la guerre d'Algérie.
Et c'est le même homme qui est d'une fermeture d'esprit totale lorsqu'il faut justifier les pouvoirs spéciaux. Vous voyez, les choses sont très compliquées. À la direction du PCF, il y a des sensibilités différentes. Il y en a qui sont vraiment dans l'esprit, la lutte des classes prime tout le reste, et finalement l'Algérie, c'est une parcelle comme du combat général. Et puis il y a ceux qui considèrent que la guerre d'Algérie est extrêmement importante, et je cite particulièrement Raymond Guyot, par exemple, et Léon Fex, et André Moine, qui par exemple, en Algérie, est sur les positions que j'ai décrites tout à l'heure, et qui, en même temps, accepte d'être minoritaire et accepte de faire passer la ligne à laquelle il n'adhère pas, mais parce que c'est un militant discipliné, et c'est lui qui met en place, par exemple, les réseaux La Voix du Soldat, avec Lucien Hanoun et Alfred Gerson. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, mais que les gens aient été, comment dire, troublés, blessés par des vocabulaires de fermeture et d'engueulade, il n'y a pas d'autre mot, c'est évident. C'est évident. Moi, je cite, je dis ça avec un petit sourire, Alain Krivine, que j'ai interviewé également. Alain Krivine m'a expliqué un petit peu la façon dont il était très jeune. Il distribuait tellement l'avant-garde qu'il a été délégué au Festival de Moscou de 57, je crois. Et donc, quand il a commencé à émettre des critiques sur la ligne du parti, parce qu'il était impétueux, parce qu'il était jeune, parce qu'il voulait faire plus, on l'a traité de trotskiste. Et moi, finalement, il l'est devenu. Donc, voilà le genre d'attitude humaine. J'ai parlé de Claude Vinci, mais il y en a beaucoup d'autres. Clara et Henri Benoît, alors c'était un couple particulier, parce qu'Henri était militant de la 4e internationale, et Clara était militante communiste. Mais ils se sont fait vilipender. Bon, toutes ces choses-là ont été vraies, mais ça ne change rien au tableau global que j'ai essayé de faire. Alors, Madame Joly, donc ce que vous dites effectivement sur l'analyse générale des communistes, en particulier cette histoire de nation en formation, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Nation en formation, c'est février 1939, c'est un discours de Maurice Thorez qui dit qu'en gros, il peut y avoir, un peu à l'image de la nation française d'ailleurs, un creuset général qui va unifier dans un combat commun et pour une Algérie future, les communautés. Donc il cite les Arabes, les Kabyles, les Juifs, les Français de souche, les Maltais, les Italiens, les Espagnols. Bon, une sorte de creuset. Avec quand même cette sous-estimation phénoménale qui est celle de la barrière coloniale. La barrière coloniale dont Galissot, dont Meignet ont parlé. Donc effectivement, cette conception est complètement obsolète dès 1939. Elle n'a pas été obsolète après, elle était obsolète dès 1939. Et a fortiori, bien sûr, pendant la guerre froide et avant 1954. Et elle est encore plus obsolète, bien sûr, à partir de novembre 1954. Ceci dit, la renonciation à la théorie de la nation en formation est ensuite assez rapide. C'est 55-56. 55-56, le texte de... la nation en formation disparaît. Comment ? Non, mais c'est ce que je dis. Mais après le début de la guerre, je viens de dire que pendant toute la période précédente, elle existait, mais à partir du début de la guerre, elle disparaît assez vite, grâce en particulier à un certain nombre de communistes algériens qui viennent tirer la sonnette d'alarme, qui n'utilisent d'ailleurs plus depuis longtemps cette conception. Et puis ensuite, il y a le fameux article de Jean Drèche dans la pensée de juillet 56, qui vraiment va redonner une sorte de colonne vertébrale théorique nouvelle à la pensée communiste. On pourra en parler éternellement. Merci infiniment Merci à Alain.